Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Karine Lallieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée fédérale, vous êtes échevine de la culture à la ville de Bruxelles. Parlons d'abord d'aspect fédéral. Hier soir, il y a eu un accord interprofessionnel, c'est-à-dire entre patrons et syndicats, pour se mettre d'accord sur une marge salariale qui serait fixée à 1,1%, sans index et sans augmentation barémique. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle que syndicats et patrons se mettent ensemble. Évidemment, je m'en réjouis et c'est vraiment une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir quand, parallèlement, le gouvernement a mis à l'ordre du jour trois projets de loi qui mettent à mal la sécurité sociale, qui avancent vers la flexibilité du travail pour les travailleurs et en même temps qui remettent en cause une loi 96, c'est-à-dire cette concertation justement entre les patrons et les syndicats. Donc c'est une belle preuve que la concertation fonctionne encore en Belgique, quand le gouvernement d'ailleurs s'en mêle pas. Et j'espère, et je donne un signal à ce gouvernement, enfin je ne sais pas s'il va m'écouter, mais en tout cas, qu'il ait la sagesse d'accepter cet accord. C'est vraiment important. Aujourd'hui, les patrons et les syndicats se sont mis d'accord, même si les syndicats n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. 1,1%, c'est très peu, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils vont aussi augmenter un peu les allocations sociales, c'est très bien, mais que le gouvernement ait la décence, par rapport à ce qu'ils annoncent dans le futur, d'accepter sans condition, mais sans condition, cet accord. Et ça montre que la concertation sociale, c'est quand même l'ADN belge, en tout cas encore pour les patrons et les syndicats. Donc ça, c'est vraiment une lueur d'espoir dans la solidarité au niveau belge. Alors justement, vous parliez de ces trois lois qui arrivent là en début d'année, et il y a notamment celle qui concerne le financement de la sécurité sociale. À votre place, Willy Boursu avait défendu cette réforme qui entend pérenniser la sécurité sociale tout en contrôlant mieux ses dépenses. Je vous propose de l'écouter. Voyons un monitoring très serré. Concrètement, les mesures qui sont prises, les accords sociaux, les mesures de responsabilisation, de lutte contre la fraude ou d'autres encore, nous souhaitons en voir, bien sûr, leur application décidée et concrétisée, mais aussi les résultats qui vont être suivis par un organisme d'experts. Et le cas échéant, s'il y a des ajustements à faire, ces ajustements seront, bien sûr, après concertation avec les partenaires sociaux, fixés de manière à ce que la balise financière soit garantie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce que vous faites confiance au gouvernement dans cette idée de pérenniser et rendre transparent la sécurité sociale? Ce sont des mots, et rien que des mots. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est quoi la sécurité sociale? Ce sont les soins de santé, les allocations de chômage, nos pensions, les allocations pour invalides. Donc, tout le monde a à voir avec la sécurité sociale. Comment elle est financée au maximum? C'est les cotisations sociales, tant des patrons, des employeurs, que des travailleurs. Donc ça, c'est la base de la sécurité sociale. Et puis, il y a un financement alternatif via notamment le précompte mobilier, via des assises sur le tabac ou d'autres choses. Aujourd'hui, ce qui avait été obtenu sous le gouvernement Elio Di Rupo, c'était quand elles étaient en déséquilibre, malgré effectivement la gestion correcte que font ces acteurs de la sécurité sociale. Il ne faut pas dire que les mutualités, que les représentants des travailleurs, que les employeurs gèrent mal cette sécurité sociale. C'est faux. Mais on sait qu'il y a une augmentation du nombre de chômeurs, une augmentation du nombre de pensionnés. Les soins de santé coûtent plus cher parce que les personnes vivent plus longtemps, et tant mieux pour elles. Eh bien, donc l'État doit remettre au pot, c'est ça? Et l'État doit faire une dotation d'équilibre. Quand la sécurité sociale n'est plus en équilibre, eh bien, l'État faisait une dotation d'équilibre avec un financement alternatif et c'était pérennisé et c'était d'office, c'était obtenu sur le gouvernement Elio Di Rupo. Eh bien, qu'est-ce que fait aujourd'hui ce gouvernement, sous des mots soi-disant de pérennisation de la sécurité sociale? C'est remettre en cause ces dotations d'équilibre en disant nous allons responsabiliser le secteur. Oui. Mais c'est quoi la responsabilisation? La lutte contre la fraude sociale, ce n'est pas le secteur qui doit le faire. C'est une inspection qui est en train d'être réformée par ce gouvernement fédéral. Il donne donc des arguments et des éléments pour cette dotation d'équilibre, pour rendre cette dotation d'équilibre pérenne, eh bien, qui ne sont pas contrôlables par les gens qui utilisent cette sécurité sociale. Donc ça veut dire simplement, vous savez ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que lorsqu'on aura des problèmes budgétaires, eh bien, on trouvera des arguments pour pas doter correctement la sécurité sociale. Ça ne répondra donc plus aux besoins des malades, aux besoins des pensionnés, aux besoins des allocataires sociaux. Et c'est vous qui en serez responsable. Non, ils font des économies aujourd'hui, 4 milliards
dans ce gouvernement sur la sécurité sociale, 4 milliards sur la sécurité sociale, 900 millions cette année rien que sur les soins de santé. Et maintenant, ils enrobent ça en disant prétexte de responsabilisation. Ils mettent à mal la sécurité sociale, la pérennisation de la sécurité sociale, et ils mettent à mal aussi la cogestion que faisaient les employeurs et les syndicats de cette sécurité sociale. J'entends bien ce que vous dites, mais cette cogestion, le gouvernement, à tort ou à raison, estime qu'elle n'est pas transparente. Demander plus de transparence dans une gestion, finalement, à des patrons et des syndicats qui demandent finalement que le gouvernement lui-même mette de l'argent supplémentaire, c'est peut-être normal. La transparence, nous sommes pour. Mais la transparence, elle ne dépend pas, non pas de la bonne gestion, elle dépend d'objectifs que devraient rencontrer ses partenaires sociaux, qu'elle ne contrôle pas. La lutte contre la fraude sociale, ce n'est pas les représentants syndicaux qui doivent le faire, ce n'est pas les mutualités qui doivent le faire, c'est effectivement un service fédéral. Donc, en réalité, les éléments de responsabilisation et de transparence ne dépendent pas effectivement des responsables. Et aujourd'hui, c'est simplement quoi ? La sécurité sociale, eh bien, elle sera un des ajustements budgétaires. Quand on aura besoin de sous, c'est ça qu'ils nous disent, on ira chercher dans la sécurité sociale. Nous, c'était l'inverse. C'est à l'inverse. La sécurité sociale, pour nous, elle est importante pour l'ensemble des citoyens. Nous allons la pérenniser tout en jouant la responsabilisation et la transparence, mais nous allons mettre assez de moyens, et notamment par du financement alternatif. Vous savez, ils peuvent trouver de l'argent. La lutte contre la fraude fiscale, l'impôt sur le capital, ça pourrait servir à financer correctement la sécurité sociale, et arrêtons de responsabiliser ceux qui ne doivent pas l'être aujourd'hui. Vous poursuivrez ce débat à la Chambre, j'en suis persuadé. Autre débat, c'est celui en commission transactions pénales. Vous avez commencé hier, vous êtes membre de cette commission Kazakh ou transactions pénales. Alors, comment ça s'est passé hier ? C'était un peu surprenant, on avait l'impression qu'on commençait, mais on n'avait pas tous les documents. C'était un peu chaotique comme commission. C'était un petit faux départ, comme j'ai dit, étant donné que c'est vrai que nous interrogions le service naturalisation, mais aussi les anciens présidents de la commission naturalisation, puisque étaient sur la table les dossiers naturalisation du milliardaire, notamment de M. Chaudieff, qui après a été aidé par M. De Decker. Et donc, la question c'est, est-ce qu'il est devenu belge ? Eh bien, normalement, en respectant toute la procédure ou non. Et donc là, nous interrogions le service de naturalisation, mais il n'avait pas pu avoir accès au dossier. C'est un dossier d'il y a 20 ans, et donc c'est vrai qu'on n'a pas eu peu de réponses. Mais moi, ce que je voudrais d'abord dire ici, c'est que pour avoir accès au dossier et être membre de cette commission de naturalisation, ce service a travaillé dans toute la transparence, a respecté toute la procédure, et ce n'est pas là qu'il y a un problème. S'il y a un problème dans le dossier Chaudieff et dans les autres dossiers connexes des autres Kazakhs qui ont été naturalisés, c'est plutôt, il faut regarder plutôt au niveau du parquet, au niveau de la police, au niveau de la sûreté de l'État. Les enquêtes de police, les enquêtes de la sûreté. Les enquêtes qui doivent être faites pour être naturalisées. Et les soutiens, parce que là, parfois, il y a des questions qui se posent. On avait beaucoup parlé de ces lettres de recommandation de Serge Kubla, notamment, le bourgmestre de Waterloo, où vivait Chaudieff. Alors, M. Kubla a effectivement fait une lettre de recommandation. Comme l'a dit le président de la commission hier, c'est lui donner beaucoup de pouvoir en lui disant qu'il aurait orienté la naturalisation de M. Chaudieff. Il a fait cette lettre de recommandation, mais elle est venue après même que tous les avis étaient positifs. Mais il y a des problèmes beaucoup, beaucoup plus importants qui se posent. Et ce que je veux, c'est que cette commission travaille en totale transparence, ne travaille pas à huis clos et trouve les réelles influences. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? On parle ici d'influence. On parle de M. De Decker qui a eu 700 000 €. On parle de M. Kubla qui aurait peut-être intervenu dans un dossier, même s'il n'était pas déterminant, mais parce qu'il a négocié autre chose pour lui-même. Tout ça est inacceptable. Nous devons faire la transparence dans l'ensemble de ce dossier, depuis la naturalisation jusqu'effectivement la transaction pénale. Vous faites partie de ceux qui disent aussi qu'il y a du MR à tous les étages dans cette affaire ? Je fais partie de ceux qui demandent la transparence. Pour avoir la transparence, il ne faut pas avoir de préjugés ou d'a priori. Mais il faut alors que l'ensemble des membres de cette commission veulent jouer la transparence. Il ne s'agit pas... Ce n'est pas le cas pour l'instant ? On le verra. On n'a eu qu'une commission. Il ne s'agit pas, sur des prétextes fallacieux de protection de la vie privée ou d'autres choses, de dire qu'on doit travailler à huis clos. Je pense que la seule
chose importante, c'est qu'il faut laisser la justice travailler et pas mettre des bâtons dans les rues de la justice pour l'affaire de Decker, mais pour tout le reste, nous devons travailler à livre ouvert et sans tabou et sans préjugés par rapport effectivement à toute cette affaire. C'est une affaire d'État, c'est une affaire importante et il faut voir si on a permis à des criminels, à une mafia russe de travailler en toute liberté en Belgique. Alors, vous allez reprendre votre casquette d'échevine de la culture parce que, en fait, dans quelques jours, vous allez ouvrir la garde-robe de Manneken Pis. Hein, c'est vraiment très bien. On n'a jamais vu tous ces vêtements de Manneken Pis. Et quoi, ils vont être exposés dans un musée ? Alors, les vêtements et la garde-robe de Manneken Pis va être ouverte rue du Chêne, d'ailleurs, juste à côté de Manneken Pis. Elle sera ouverte le 4 février. Ce sera une grande fête. J'invite tout le monde. Et puis, cette garde-robe de Manneken Pis, c'est en réalité la collection des costumes de Manneken Pis qui ont été reçus. Il y en a 963 aujourd'hui, qui va être transférée de la Maison du Roi vers ce nouveau lieu, ce nouveau musée, parce que Manneken Pis est le symbole de Bruxelles, est le symbole de l'amitié entre les peuples, est le symbole aussi, par exemple, de la lutte contre le cancer, de la lutte contre le tabagisme. Beaucoup d'organismes reconnaissent Manneken Pis comme vraiment... on peut faire passer un message via Manneken Pis et donc nous voulions le mettre beaucoup plus à l'honneur, beaucoup plus à l'honneur dans notre ville et donc il aura son propre musée. L'ordre de Manneken Pis le réclamait depuis longtemps et nous allons ouvrir notre musée. Ce sera la garde-robe de Manneken Pis qui sera liée au musée de la ville. Et alors, un dernier mot. Aujourd'hui, le musée de l'armée est fermé. Est-ce que vous pensez que ce musée de l'armée a quand même un avenir ou bien est-ce que la NVA lui voue une mort ? C'est juste honteux. C'est juste honteux. Nous, depuis 2 ans, nous disons que ce gouvernement est en train de tuer les institutions culturelles sur Bruxelles notamment. La NVA est contre la culture au niveau fédéral, nous le savons. Elle coupe elle fait des économies inacceptables tant au niveau personnel qu'au niveau des moyens. Et le résultat visible aujourd'hui, c'est cette fermeture du musée. Vous imaginez quel message on fait passer aux gens. C'est juste un jour. On ferme les musées à Bruxelles. Vous savez, quand on a fermé les musées à Bruxelles, le lendemain de l'attentat. Et ça, l'image qu'on fait passer aujourd'hui du gouvernement fédéral, c'est que la culture ne nous préoccupe pas. Or, la culture devrait préoccuper tout le monde. On sait que c'est aussi un rempart contre le radicalisme. Merci Karine Lallieu. Demain, Stéphanie Meyer recevra Pascal Smet. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.